marche pour un projet de mobilité professionnelle, de favoriser l'accès des agents à la qualification dans le même ordre d'idée, de pouvoir répondre aux exigences de qualité, dans l'idée effectivement d'une meilleure appréhension par les agents des éléments qui interviennent dans les process de travail, et enfin d'améliorer la performance collective et la qualité de vie au travail au niveau des établissements. Pour l'agent, plus précisément, il s'agit de viser une plus forte autonomie dans leur travail, dans leur espace professionnel, de développer leurs compétences et de pouvoir évoluer dans leur projet professionnel, dans leur cadre, dans leur environnement de travail ou dans un autre environnement professionnel. Trois objectifs. Quelqu'un qui arrive. Donc, ce dispositif national a un double enjeu, c'est qu'il effectivement répond aux besoins d'établissement, mais aux besoins des agents dans les objectifs que j'ai pu citer tout à l'heure, et qui se précisent ici, qui concerne donc le fait de renforcer l'appui aux établissements par rapport aux problématiques de lutte contre l'illettrisme, de favoriser l'accès à la formation qualifiante ou certifiante pour des agents qui seraient en difficulté au niveau de leur savoir de base, et enfin contribuer à la sécurisation des parcours, à la mobilité professionnelle dans un contexte en forte évolution à tous les niveaux, des organisations de travail, des métiers qui évoluent et des compétences nouvelles qui émergent dans les process de travail. Un cadre de référence unique, ça je l'ai dit, avec 8 domaines du socle de compétences, de connaissances et compétences, tels qu'ils ont été définis par le Code du travail. Des parcours de formation adaptés en termes de durée et modalités pédagogiques, l'outillage qui est proposé aux établissements pour aider au déploiement du dispositif, avec un kit de communication, des journées de sensibilisation, le dispositif formation et des outils de support. Alors là, vous avez la structure du dispositif avec 3 blocs. Un premier bloc qui concerne la sensibilisation, de façon à pouvoir aider les établissements à s'approprier de la problématique des compétences clés et à outiller les établissements pour pouvoir repérer et identifier les problématiques que peuvent soulever le niveau de compétences clés dans l'établissement. Un deuxième bloc concernant la professionnalisation des acteurs et repérage. Il s'agit là d'accompagner les acteurs, les cadres, mais aussi les professionnels RH sur cette problématique-là, avec un outillage qui a été prévu à cet effet. Et enfin, le parcours de formation agent, dont on va parler plus précisément aujourd'hui, qui a été organisé en trois, oui, je ne veux pas dire 3, qui a été organisé donc sur 2 étapes. La première principale, qui est celle du positionnement et qui permettra de déterminer l'orientation sur le parcours agent. Et là, on viendra plus dans l'explication sur l'orientation du parcours agent dans l'idée d'une individualisation de l'orientation par rapport aux résultats du positionnement. On a quelques clés de lecture sur le parcours qu'on appellera parcours renforcé, qui renvoie peut-être avant. Parcours renforcé qui renvoie donc à des situations d'illettrisme, et parcours socle qui là renvoie plus à des agents nécessitant une remise à niveau sur les savoirs de base.
Mais ne rentrez pas dans cette dichotomie. On verra que dans la philosophie sur le dispositif clé, on est plus dans une approche individualisée du parcours de formation au regard des résultats du positionnement. Alors là, vous avez l'offre ANFH pour les établissements avec l'axe 1 qui correspond à la sensibilisation et plus précisément des ateliers pédagogiques qui vont être proposés en demi-journée et un outil numérique de diagnostic qui peut être proposé en ligne afin d'informer et outiller les établissements sur le sujet. L'axe 2, professionnalisation des acteurs, on en a parlé, avec un kit pratique qui présente 3 fiches et des vidéos pédagogiques et vous aurez l'occasion d'en découvrir une ou deux dans le déroulé de la présentation. Et enfin, pour les agents et les établissements, un kit de communication avec une infographie, des flyers, des vidéos, le communiqué de presse également et des affiches qui permettent aux établissements de s'approprier l'orientation aux compétences clés et d'adapter les supports qui sont proposés avec les codes de l'établissement de façon à promouvoir en interne le dispositif compétences clés dans leur politique RH. Un film d'animation qui présente les 8 compétences clés ainsi que les 3 axes spécifiques. Donc, il y aura un film qui va venir présenter l'ensemble du dispositif que vous pourrez aussi utiliser. Pour les agents, le parcours de formation agent, on en a parlé avec la phase de positionnement, un entretien initial pour cibler les besoins et objectifs de l'agent et une formation adaptée et un entretien donc pour faire le bilan sur la formation et envisager la suite du projet professionnel. Donc il s'agit bien d'un parcours avec une phase initiale qui est déterminante, un accompagnement tout au long sur un parcours adapté et enfin un bilan qui permettra de définir des options dans le cadre donc, de l'évolution de l'agent dans son poste de travail ou dans le cadre d'un projet professionnel. Vous avez vous aurez tous ces éléments disponibles sur le site de l'ANFH avec les liens qui vous seront communiqués avec le support à la fin de la présentation. Voilà pour ce premier temps de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, qui concerne l'offre de formation agent. Donc, je laisse la parole à Monsieur Monoki, qui est notre prestataire. Là, je ne vois plus rien. Qui est notre prestataire, avec une grande expérience sur le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il intervenait déjà sur le dispositif compétences clés qui fonctionnait précédemment. L'AFP2I a répondu au nouveau marché et a été sélectionné pour les Hauts-de-France avec une capacité de déploiement plus importante, bien évidemment, pour nos établissements. Voilà. Donc, Monsieur Monoki, je vous laisse la parole. Oui, et bonne... écoutez, tout d'abord, vous remercier et puis saluer tout le monde. Mesdames et messieurs, donc je suis le directeur du centre de formation AFP2I, atelier de formation personnalisée et d'insertion individualisée. On va vous présenter succinctement un petit slide de présentation de l'AFP2I. Mme Richer, on va le passer. Voilà, après l'offre, voilà. Donc, notre centre de formation a son siège à Arras et nous avons une vocation à intervenir historiquement depuis 35 ans sur les problèmes de formation de base et plus généralement sur les compétences clés et de socle. En particulier, on en reparlera avec les certifications CLEA. Nous avons une large expérience du domaine qui va
l'illettrisme en passant par le français langue étrangère, et puis aussi de la maîtrise du numérique sur poste de travail et dans l'ensemble des métiers, avec des certifications importantes autour justement des compétences socles attendues dans les entreprises. Bien sûr, certificat LOPI, alors ça c'est important par rapport à la réforme de la formation professionnelle et à notre démarche de process qualité. Et par ailleurs, nous sommes aussi grande école du numérique et labellisée économie sociale et solidaire à l'échelle du département du Pas-de-Calais. Donc une association de 45 salariés qui a vocation à accompagner à la fois des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés en entreprise et faire de l'ingénierie, on va dire, dans ce domaine-là. D'ailleurs, en lien avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, dans laquelle nous siégeons depuis de nombreuses années. Alors, une offre, comme vous l'avez dit, on a été, en tout cas, on s'est félicité d'être retenu. Nous ne sommes pas nouveaux, effectivement, sur ce champ. On a participé avec une belle expérience en Nord-Pas-de-Calais. Je salue d'ailleurs le centre hospitalier de Lille qui était également présent avec Mme Tissier. On avait eu l'occasion justement de travailler avec ce premier marché dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce qui est important, c'est de resituer l'offre de formation. Je serai accompagné de Mme Delzen, que je salue au passage, et qui aura l'occasion de prendre la parole. Je sais que voilà, elle va se lancer, je n'ai pas trop d'inquiétude, n'est-ce pas Claudie? Et donc Claudie Delzel qui sera ma collaboratrice et qui sera aussi votre interlocutrice sur le plan justement de la mise en place des plans de formation. Alors rapidement, un rappel des objectifs, même si beaucoup ont déjà été dits par rapport non. Voilà. Après, Madame Richer, excusez-moi, c'est dans le sens inverse. Voilà. Merci. Voilà, l'offre des agents. Donc, je pense que l'enjeu, c'est effectivement, ça a été dit tout à l'heure par Madame Delgrange, on est aussi sur la mobilité professionnelle interne. Ce qui est important par rapport à vous, c'est aussi la manière dont on accompagne les agents à s'adapter aussi au poste de travail sur un certain nombre de compétences, aujourd'hui quasiment exigées par tous les métiers. Et donc, on vous a listé un peu le public visé sur la slide suivante. Vous avez, même si c'est pas exhaustif, je m'en garderai bien, attention, parce que je pense qu'il y a toujours, selon l'établissement ou selon vos besoins, peut-être d'autres corpus de métiers qui seront concernés. Ceci dit, ça nous donne un peu la densité, la matière à travailler avec vous selon les établissements et ce que vous avez pu repérer en termes de besoins sur le volet formation. On est bien sur les agents de premier niveau de qualification, ça c'est important. On a là pour le coup soit des gens qui vont exprimer le besoin de renforcer leurs compétences de base dans le cadre de leur activité, voire de leur autonomie sur le poste de travail, voire de mobilité effectivement interne, voire même d'évolution professionnelle souhaitée, dans le cadre d'ailleurs de vos politiques d'accompagnement à la montée en compétences et en certification à l'intérieur des établissements. On a listé quelques métiers sur lesquels on sent bien qu'à un moment ou à un autre, soit de consolider, soit de réaffirmer les compétences clés sont nécessaires. Donc on vous a mis quelques exemples de secteurs de métiers où on sait qu'à un moment ou à un autre, effectivement, les personnes pourraient être concernées par cette offre de formation ciblée liée à l'évolution de leur métier et à l'adaptation au poste de travail. Donc on a la gestion de l'information, les services de logistique. Autour du soin, on est sur en tout cas, on a repéré deux métiers. Sur la gestion, on reste très limité. Le social et éducatif, culturel, alors c'est souvent, là pour le coup, je fais un pas de côté sur les établissements aussi type EHPAD, sur lesquels on a aussi des personnels d'animation. Et puis, bien sûr, tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Je répète, c'est pas exhaustif, mais ça vous donne déjà des repères par rapport à la branche des métiers. Ça, c'est aussi l'expérience qu'on avait déjà menée, nous, au titre de 2017-2020 sur les autres, le marché Nord-Pas-de-Calais. Pardon. L'organisation de la formation, alors, elle est importante. Ça a été dit par Mme Desgranges, on est vraiment sur l'individualisation de parcours. Donc effectivement, le marché a été structuré d'une telle manière qu'il prend en considération le fait qu'on va avoir un positionnement au départ, avec la vraie définition d'un plan de formation individualisé. Ça, c'est important, notamment aussi par rapport à l'engagement de l'agent dans le plan de formation, et puis sa motivation par rapport à ce plan de formation, en partant aussi de l'inventaire de ce qu'il sait et de ses connaissances et de ses compétences déjà acquises. Ça nous paraît primordial par rapport au projet professionnel qui l'amène à prendre cette formation dans le cadre de son parcours.
Le marché a prévu deux types de parcours. Alors, on est sur des parcours relativement booster, excusez-moi l'expression. On est sur du 70 heures, hein, donc on va avoir un parcours de 70 heures en module 1 et en module 2. Alors, tout à l'heure, ça a été dit rapidement, le module 1, on sera plutôt sur les agents qui éprouvent des réelles difficultés d'autonomie à l'écriture-lecture, hein, voir le compter, voir le numérique. On est sur des publics qui ont certes, certainement une agilité professionnelle, ce n'est pas un problème de geste professionnel ou de compréhension. Ceci dit, parfois, une difficulté à suivre des formations ou à aller même à l'adaptation au poste de travail en fonction du moment où on va mettre des écrits à réaliser ou un peu de numérique à gérer. Donc, des obstacles qui font qu'on sent bien d'ailleurs que les agents sont en difficulté. Donc là, on sera sur le module 1, et puis on aura un module 2 qui, lui, est plus... alors, le mot remise à niveau est toujours un peu galvaudé, mais on sera plus sur des gens susceptibles d'ailleurs d'aller vers le CLEA, donc avec une difficulté, on va dire, beaucoup moins importante sur la lecture et l'écriture, qui reste bien sûr à travailler, mais qui ont besoin de soit de, on va dire, réactualiser leurs connaissances, soit de les conforter par rapport à leur poste de travail. Une formation qui doit être contextualisée. Alors ça, c'est important de notre part. Euh, il va de soi que là, on a besoin de travailler avec chaque établissement, on travaillera avec vous sur la réalité et le sens de la formation liée au poste de travail, de façon générale du secteur, de l'établissement, mais aussi du poste de travail de l'agent. Contextualiser la formation avec le côté le plus pratico-pratique des éléments qu'il utilise dans la vie professionnelle de tous les jours, c'est-à-dire les procédures, les instructions, les documents, l'ensemble des supports, hein, finalement, qu'il va avoir et qu'il a déjà à gérer tous les jours, hein, dans son poste de travail, et pour lesquels parfois il éprouve des difficultés, et donc sur lesquels nous, on va finalement s'adapter en termes d'apprentissage. Ça, c'est important. Alors, c'est important à la fois pour vous, en termes de retour, de plus-value de la formation, sur l'autonomie sur le poste de travail, mais c'est important aussi pour nous au niveau de l'agent, sur ses motivations aux apprentissages, parce que ça donne du concret, hein. C'est-à-dire que là, effectivement, on n'est pas sur une formation, on va dire, conceptuelle, scolaire, on est bien sur une formation outillage, vie professionnelle, et qui lui permet de voir tout de suite du sens dans les apprentissages. On est sur un parcours qui peut être cumulé, vous l'avez compris, hein. Quelqu'un qui fait le module 1 peut aller sur le module 2. Et ça a été dit dans le cadre du marché, on n'a pas de limite, hein. C'est-à-dire que même quelqu'un qui sera en module 2 et qui a 70 heures, si on a besoin de l'accompagner pour aller jusque, par exemple, une préparation à la certification de ses compétences type CLEA, on en reparlera tout à l'heure, on peut effectivement aller jusqu'à 140 heures de parcours. Donc là, c'est plutôt à vous établissement, hein, et à NFH et nous, centre de formation, donc en trépartie, qu'on aura à décider aussi de la manière dont on accompagne les parcours de formation de chaque agent, hein, y compris jusqu'à leur réussite par rapport aux objectifs qu'on se sera donné en tripartite. Donc une offre de formation contextualisée, multimodale. Alors, je pense que vous êtes au fait de ça, hein, au niveau des établissements, mais là aussi, on ne s'empêchera pas d'utiliser, bien sûr, les supports digitaux et numériques. D'ailleurs, ça fera partie d'une compétence à développer dans le cadre de formation. Et vous verrez qu'à l'occasion, on aura aussi des fonctions d'animer les séquences de formation qui seront plurielles au niveau de la méthode. Alors, le tout commence par un positionnement. Ça a été dit tout à l'heure, hein, il est évident que la difficulté de repérage du public, etc. Non, les besoins en compétences clés, vous avez une première possibilité de commander pour les agents que vous avez repérés, qui sont volontaires et qui ont une demande dans ce domaine-là, un positionnement. Et là, c'est notre travail. On fera le positionnement par rapport à l'inventaire de ce qu'ils savent et l'inventaire de l'écart de leurs connaissances et compétences à développer au vu de leur projet professionnel validé avec vous. Ça, c'est important parce que là, pour le coup, on est sur un positionnement qui nous permettra de vous restituer la constitution des modules, des groupes, hein, finalement, en module 1 et module 2, en fonction des niveaux de l'agent. Donc, c'est pas, on ne vous demandera pas à vous de faire cette partie de finalement, excusez-moi, hein, mais d'orientation pédagogique, hein, sur les modules. C'est bien nous qui, au niveau du positionnement, allons constituer les groupes de niveaux en fonction justement des niveaux de chaque agent et de leur permettre de travailler de façon individualisée, de façon adéquate à leur niveau.
Nous, on utilise un outil qui s'appelle Dahlia, hein, donc on est sur un outil, alors tout se fera en présentiel, ça c'est on a pris l'option, nous, de se déplacer dans les établissements de façon individuelle, avec effectivement des positionnements qui seront faits par un support qui est contextualisé. On va vous donner quelques exemples de supports. On a 3 heures par agent avec un entretien exploratoire qui nous permet de voir un peu les motivations, le pourquoi de sa demande, comment lui resitue son besoin de formation. 1 heure de passation du positionnement qui nous permet là pour le coup de faire l'inventaire de ce qu'il connaît et de voir un peu justement les écarts de compétences à développer et ses difficultés le cas échéant en termes d'autonomie. Tout ça en présentiel en cas de blocage, hein, parce que là aussi il s'agit pour nous, vous l'avez compris, que ça soit bien une évaluation formative, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, le formateur, chez nous, hein, la formatrice, sera en observation et en aide, hein, immédiate pour que on n'est pas sur une évaluation sanction, on est bien sur un positionnement qui nous permet avec l'individu de prendre conscience des choses à travailler et du sens de ses apprentissages du plan de formation. On a 1 heure de restitution, c'est-à-dire que là, pour le coup, après, on discute ensemble de ce qu'on a vu ensemble, de ce qu'on a vécu, la manière dont lui-même il a interprété son positionnement, et puis on va définir ensemble les objectifs du plan de formation. C'est fondamental dans l'engagement de l'agent, c'est fondamental dans le sens. On a toujours travaillé dans ce sens-là, ça marche plutôt bien en termes d'adhésion, hein, parce qu'on sait aussi, vous et moi, que finalement, on est sur des parcours de formation sur lesquels il faut que le contrat d'engagement avec l'agent soit très clair pour que la personne puisse suivre sa formation dans la durée. Donc l'engagement est soigné au niveau de la contractualisation. Un positionnement qui sera suivi, on l'a mis là parce que dans l'offre de marché, ça fait partie de ce qu'on appelle le positionnement. On a aussi en post-formation une reprise de bilan de formation avec la même démarche, hein, avec donc effectivement à la fin un entretien aussi de préconisation, de suite de parcours vis-à-vis éventuellement, pourquoi pas, de certification ou de parcours, on va dire, supérieurs, qui feront d'ailleurs l'objet des discussions tripartites entre la NFH, nous-mêmes prestataires, et l'établissement concerné au niveau des agents. Claudie, sur le positionnement, tu veux compléter mes propos? Vous étiez suffisamment clair par rapport à la passation? Vous m'entendez? Vas-y, Claudie, on t'entend. D'accord. Bonjour à tout le monde. Peut-être donner des exemples du positionnement. Je pense que c'est les slides suivantes. Et Oui. insister aussi sur le fait que l'évaluateur a vraiment un rôle d'accompagnateur, hein, dans la passation donc, de ce positionnement et d'observation également, parce qu'on a des compétences qu'on pourra observer tout au long de cette passation. Notamment la gestion du temps, la gestion du stress, l'aisance par rapport à l'outil numérique. Voilà, donc toutes ces compétences seront également observables durant cette passation et c'est important aussi de les prendre en compte pour la suite du parcours de l'agent. Voilà. Donc, Bien, vous avez dans les slides l'ensemble des compétences observables, hein, tout à fait. Voilà. Donc après, ce positionnement donc, repose vraiment sur une approche contextualisée, hein, comme Maurice a pu le dire tout à l'heure, et se réfère au référentiel donc compétences clés en situation professionnelle de la NLCI. Il comporte 40 questions de type QCM et questions ouvertes. Les domaines qui sont abordés sont l'écrit, le calcul, l'espace-temps et tout ce qui est geste, posture, observation. Voilà, donc je pense que les slides suivantes vont permettre de voir un peu des exemples de questions qui peuvent être justement posées dans ce positionnement. Donc là, vous avez un premier exemple. Donc il s'agit d'un plan, donc de lecture de plan, avec une estimation donc, de durée à calculer pour se diriger d'un point à un autre. Donc là, c'est la compétence espace-temps qui est donc évaluée. Sur le deuxième exemple, donc sur la slide, voilà. Donc là, c'est un extrait de contrat de travail où là, donc, on va poser un certain nombre de questions sur le document. Donc, ça permet d'évaluer la compréhension écrite de l'agent.
Le troisième exemple, c'est une lecture de planning et de travail avec aussi des calculs d'horaire. Voilà, donc on a donc la lecture et le calcul qui sont également évalués. Et le quatrième exemple, donc là, il s'agit de rédiger un rapport d'incident pour expliquer les circonstances de l'accident et également les conséquences que celui-ci peut avoir. Donc là, ça permet d'évaluer la production écrite de l'agent. Voilà pour les 4 exemples. Donc, en tout, il y a 40 questions, je l'ai dit. Et ensuite, on a les résultats qui sont donnés de suite. Donc là, vous avez un premier document donc, qui permet de voir le temps que l'agent a pu mettre pour effectuer son positionnement. Ensuite, vous avez le nombre de questions de bonnes réponses obtenues sur les 40. Donc là, pour le coup, on a 32 sur 40. Et le score, le pourcentage de réussite, donc qui est de 79%. Et ensuite, on a une répartition par domaine, ce qui permet de... Alors, pardon, si on peut revenir à la slide, voilà, merci. Une répartition par domaine qui permet justement de voir là où il réside des difficultés et des compétences à travailler. Donc là, on voit par exemple que tout ce qui est espace-temps et geste-posture, voilà, ça va. Mais par contre, au niveau des calculs et de l'écrit, il y a encore des choses à travailler. Ensuite, ces résultats sont automatiquement donc restitués dans une grille. Alors, cette grille, en fait, on a donc toutes les questions dans la première colonne. Ensuite, la deuxième colonne correspond au domaine auquel les questions se rapportent. La troisième colonne, c'est le degré de la NLCI qui correspond. La quatrième colonne, c'est la réponse donnée par l'agent. La cinquième colonne, c'est la bonne réponse, normalement, qu'il aurait dû donner. Et ensuite, ça permet de voir effectivement si la réponse est correcte ou non. Donc, cette grille est reprise lors de l'entretien de restitution des résultats avec l'agent, justement voilà, pour lui montrer déjà ce qu'il sait faire, de valoriser ses compétences, et puis également de revoir avec lui les erreurs qui ont pu être réalisées, et de comprendre pourquoi aussi ces erreurs elles ont été faites, parce que parfois quand on approfondit, on se rend compte, voilà, peut-être qu'il y a eu juste voilà, un petit problème de prise en compte de la consigne ou voilà, de mauvaise compréhension. Et en fait, quand on explique, l'agent donne la bonne réponse. Donc voilà, ça permet aussi un petit peu de revoir les erreurs avec la personne. Peut-être des premières questions, des premières réactions sur ce premier bloc qui est important, parce que c'est lui qui va amorcer, on va dire, le parcours de formation avec l'agent. Des réactions, des questions? Ou je continue sur la partie formation? Peut-être pour un agent qui aurait des difficultés de lecture. Oui. Comment faites-vous pour passer le test de positionnement? Claudie? Alors, toutes les consignes sont oralisées, déjà d'une. Et ensuite, effectivement, si au niveau des réponses, parce que bon, on a des QCM, si la personne n'est pas en capacité de lire les réponses, l'évaluateur le lit à sa place. D'accord. De l'importance du présentiel pour nous et de l'importance aussi, vous l'avez compris, de l'évaluation formative. C'est-à-dire que pour nous, on n'est pas dans une évaluation en ligne à distance, on n'est pas dans une évaluation sanction, on est bien dans un moment d'échange avec l'agent par rapport à ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, et le prouver. Et donc, effectivement, on est sur un rapport pédagogique assez important, d'où on va dire la posture aussi de l'évaluateur, qui est vraiment une posture, vous l'avez compris, de formateur, entre guillemets. Donc, adaptation selon le niveau d'autonomie de chaque agent, finalement. Nous avons la question d'un établissement qui fait ce travail de récupération de positionnement. Alors ça, c'est nous. C'est-à-dire que là, effectivement, nous avons ce fameux forfait des 3 heures. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le découpage. 3 heures. Et chaque personne va avoir un entretien individuel d'exploration, un positionnement et une restitution. Et nous ferons d'ailleurs la synthèse, à la fois pour l'individu, vous l'avez compris, parce que là, à partir de ça, Claudie, on va en parler après, va établir le plan de formation individuel. C'est-à-dire que là, pour le coup, on se mettra d'accord ensemble avec l'agent sur les objectifs à atteindre pendant le parcours de formation des 70 heures.
Et on aura une synthèse de restitution avec l'accord des salariés sur la tripartite, ce qu'on appelle le comité de suivi tripartite, hein, c'est-à-dire ANFH, l'AFP2I et l'établissement. Ce qui permettra aussi, nous, de vous présenter la manière dont on va organiser les parcours de formation, y compris en termes de nombre d'agents sur chaque module, hein, vous l'avez compris, module 1 et module 2, ou éventuellement qu'un seul module. Tout dépend, vous l'avez compris, des résultats d'ailleurs du positionnement. Il pourrait arriver dans un établissement, hein, que nous n'ayons que des gens qui relèvent du module 2. Ça pourrait arriver. Donc on met en place le parcours le plus approprié par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'était la mienne. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. J'ai une question aussi qui est souvent posée par les agents, c'est où se fait, à quel endroit? C'est le lieu de ce positionnement. Est-ce que l'agent se déplace? Ça peut se faire sur site. J'ai vu que vous aviez vous êtes sur Arras, donc nous on est Douai, on n'est pas très loin, c'est plus pratique. Parce que quand on dit Lille, déjà c'est très compliqué. Je pense à Recopro, je suis en train de militer pour les faire partir sur Lille et trouver tous les moyens possibles. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on a le choix? Oui, tout à fait. On va s'adapter en fonction, là, pour le coup, des établissements, hein, donc, et de la distance, hein, et de la manière. Parce qu'on a des sites, vous l'avez vu, importants. Ceci dit, on n'est pas présent sur toute la région. Donc, si je pense à l'Oise, je pense à la Somme. Hein. Donc, en fonction de la demande de l'établissement, ça peut se faire sur place, dans l'établissement. Donc là, ça c'est possible. Donc là, c'est prévu en tant que tel. Le cas échéant, si on n'a pas de nous d'antenne sur place, hein, ou proche, justement, on fera en sorte, et que l'établissement ne peut pas nous accueillir pour des raisons d'ailleurs matérielles ou tout simplement de disponibilité, etc. Il est prévu dans le marché l'engagement du prestataire que nous sommes à louer des salles, hein, pour permettre effectivement l'accueil des agents le plus proche possible. Et puis après, effectivement, comme vous l'avez noté, lorsque je prends Douai, hein, Douai à Arras, lorsque c'est possible pour les agents seront invités à venir faire leur positionnement dans nos centres de formation. Hein, je pense aussi à Barbeau, etc. Enfin voilà, donc là où le plus proche possible. Donc j'ai envie de dire, on a presque réponse à tout là pour le coup. Hein, c'est-à-dire que là, on ne peut pas ne pas avoir de réponse, mais on s'adaptera effectivement à la réalité de chaque établissement. Si on a 2 agents, par exemple, concernés, est-ce que vous individualisez quand même sur recueil? C'est-à-dire, vous voyez vraiment la personne individuellement, on est d'accord? Oui, le positionnement est individuel. Oui, ça, pour nous, c'est important. Alors, bien sûr, on organisera ça de façon groupée sur une demi-journée, une journée, vous l'avez compris. C'est là où on va optimiser, hein, nos ressources humaines en termes de déplacement, hein, le cas échéant, même de passation. Hein, mais on est bien sur une approche individuelle et je pense que c'est important pour les agents. Hein, c'est le cas pour le coup. C'est le regard de l'autre qui apporte beaucoup. Et en fait, c'est tout le démarrage de ce projet. C'est déjà d'identifier les personnes c'est très, très difficile. Et ensuite, leur exposer de manière individuelle, mais leur dire qu'ils seront aussi, ils ne seront pas regardés dans ce parcours-là, même si après, ça a des réussites. Mais c'est un sujet très, très difficile. La période de mise en confiance est importante, vous avez raison. Hein. C'est-à-dire que, il faut qu'on casse l'approche scolaire. C'est une approche professionnelle. On est bien sûr une approche contextualisée au poste de travail et à une autonomie liée à un partage d'objectifs que vous avez avec l'agent et repéré par rapport à une volonté de votre part à l'accompagner à l'adaptation à des évolutions de poste, hein, que ce soit technique ou d'autonomie. Et puis de l'autre côté, et vous avez raison, de mettre en confiance, hein, parce que souvent les agents, hein, de premier niveau de qualification ont parfois aussi une estime de soi un peu dégradée. À nous, justement, de les réconcilier aussi avec le fait qu'ils font plein de choses. D'ailleurs, les gestes professionnels, en règle générale, ça se passe bien. C'est après que ça peut parfois être en difficulté pour eux. À nous, justement, le positionnement va être déterminant, et vous l'avez vu, parce que ça arrive, mais c'est très très rare quand même qu'on ait des résultats catastrophiques sur l'ensemble des items. Hein. C'est-à-dire que souvent, l'agent a des choses sur lesquelles il a réussi à répondre. Là, on a l'exemple tout à l'heure, on voyait bien d'ailleurs, bizarrement, hein, tout ce qui était autour du professionnel, ça se passait bien. Donc ça, c'est important pour nous, pour que l'agent se mette en confiance. Et vous l'avez compris, l'individualisation, le positionnement individuel, c'est aussi la confiance avec le formateur. Ça, pour nous, on y tient.
parce que c'est cette complicité dans les apprentissages qui va être prédominant pour la suite du parcours de formation. Donc ça, on y tient. Alors 1, 2, 3, bon, puis on s'organisera en fonction, on va dire, d'optimiser les temps de passation. Mais c'est bien individuel, oui, effectivement. Alors, j'ai une petite dernière question. Comme j'ai pris le train un petit peu en route, peut-être c'était dans le début, qu'est-ce que vous conseillez aux établissements dans la stratégie de recherche justement des personnes? C'est toute la partie bien avant, c'est-à-dire aller chercher, informer. Est-ce que vous accompagnez aussi là-dessus ou c'est en dehors du cadre là? Alors, a priori, dans le cadre du marché, on a un autre opérateur qui va vous accompagner sur la sensibilisation et le repérage du public. D'accord. Ceci dit, moi, le conseil que j'ai, c'est par rapport aux entretiens professionnels que vous avez annuels et de repérer aussi par rapport à certains projets de mobilité professionnelle en lien avec les cadres. Donc, le conseil, c'est de travailler aussi avec vos cadres intermédiaires parce que souvent, c'est eux qui peuvent repérer les publics volontaires et qui ont parfois pas grand-chose en termes d'autonomie, mais on observe. On sait qu'on a observé quelques difficultés à s'adapter. Mais ça, je laisserai peut-être le collègue, ou les collègues qui sont retenus sur cette partie sensibilisation, outillage, revenir vers vous pour vous conseiller. Moi, je pense que plus ça va être dans l'entretien professionnel annuel ou de formation, plus ça va être contextualisé aussi avec le cadre qui, lui, observe par rapport on va dire, à l'autonomie sur le poste, plus ça a de sens pour l'agent, pour être honnête avec vous. Hein. Donc, alors, c'est vrai que là où c'est compliqué, je pense que c'est parce qu'on emploie des mots qui ne sont pas... D'où, là, d'ailleurs, le mot 4C, hein, vous l'avez vu, hein, d'ailleurs, hein, compétences, connaissances. On ne parle pas d'illettrisme, nous. Et ça, c'est important. Parce que finalement, au bout du bout, on est bien sur la formation tout au long de la vie. On a des agents qui ont peut-être pas eu le parcours nécessaire au niveau scolaire. Ils n'ont pas forcément un gros niveau au niveau des compétences, des connaissances de base. Bon, on a l'occasion, là, si on veut, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, de conforter son autonomie et finalement de continuer un parcours professionnel assez exemplaire. On a eu des belles réussites, ça marche, hein, donc vous en doutez, hein, mais je pense qu'il ne faut pas non plus... finalement, plus on va complexifier, plus on va stigmatiser, vous me comprenez. Voilà, c'est peut-être le défaut d'ailleurs parfois de l'approche. Hein, et moi, je pense que plus on est simple, comme tout agent, ils ont le droit à un plan de formation, ils ont l'opportunité, s'ils le souhaitent, de développer leurs écrits professionnels, de développer leurs compétences numériques. Enfin, il y a tout des tas de prétextes par rapport au poste de travail qui fait que l'offre 4C, qui est assez complète, on le verra tout à l'heure, permet finalement de répondre à des formations un peu généralistes, abordables par tous. Mais voilà, je ne veux pas venir sur le chapitre des collègues. Derrière ça, le positionnement avec Claudie, alors Claudie, Anne, on aura bien sûr toute une équipe au niveau régional, parce que c'est quand même un déploiement régional, donc on aura, nous, vous l'avez compris, un certain nombre de personnels qui vont piloter tout ça. C'est l'organisation, on va dire, à chaque fois, là aussi, des plans individuels. Alors là aussi, possibilité de groupes. Alors on est sur des groupes de 6 salariés minimum, hein, donc, voilà, ou éventuellement de cours individuels. Là aussi, tout va dépendre des demandes, des besoins. On s'adaptera, vous l'avez compris aussi, là pour le coup, à la commande et à la problématique des établissements. Hein, parce que je pense que là, on est sur une offre régionale, on va avoir plusieurs types de mécanismes. On peut avoir de l'inter-établissement, le cas échéant. On peut avoir des agents où il n'y en aurait qu'un dans un établissement. On peut avoir des groupes, par contre. Certains gros établissements, il y aura peut-être des positionnements qui feront qu'on aura peut-être un module 1 et un module 2 séparément en simultané à construire pour les agents. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vous qui allez me le déterminer au fur et à mesure que nous allons travailler ensemble dans les 3 années qui vont venir. Et donc, au fur et à mesure, on s'adaptera avec chaque établissement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des modules de 70 heures. On est parti, nous, sur une séquence de 6 heures semaine, ce qui nous permet, pédagogiquement parlant, de rester sur des domaines un peu raisonnables. 2 fois 3 heures hebdomadaires. Hein, alors, ça aussi, c'est plus facile qu'on a 2 groupes. Un groupe, voilà, on s'adaptera aussi. La journée complète, on le fait
compliqué quand même pour les agents, d'où l'importance du multimodal. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut vraiment que, pédagogiquement parlant, lorsque l'agent est sur une journée complète, ben, on va, nous, là c'est notre responsabilité pédagogique, faire en sorte que cette journée soit équilibrée au niveau des apprentissages et surtout de la manière dont on va animer ces séquençages de travail individuel, de groupe, sur des plateformes numériques, voire de création de projets collectifs. La formation elle est ouverte et à distance. Là aussi, on ne va pas vous faire peur. On a, nous, intégré la possibilité de travailler sur nos plateformes. Donc, chaque agent aura un compte individuel de plateforme adapté à son niveau. Ça, c'est important. Alors, à la fois parce que dans tous les cas, la compétence numérique, elle est incontournable, on trouve aujourd'hui dans la partie formation. Et puis en même temps, ça permet effectivement de bénéficier d'un compte personnel qui lui est ouvert tout le long de la formation, sur lequel il peut revenir à titre personnel sur d'autres temps hors formation. On l'utilisera, nous, des plateformes qui sont les nôtres. Hein. C'est Dahlia. Dahlia, on l'utilise pour le positionnement, on l'utilisera pour la plateforme formation. Asimo, et on a Format Pro et 1001 lettres d'ailleurs qu'on ajoutera. Plus on va monter dans les modules 1 et 2, donc sur les modules 1, on sera plutôt sur Dahlia et Asimo, on aura des exemples tout à l'heure, et puis on a Format Pro et 1001 lettres, pardon, on sera plus proche de la certification SOC, hein, et donc de la certification CLEA. Une méthode pédagogique contextualisée, on a insisté, c'est pas nouveau, on n'a rien innové, sauf que on le fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va d'ailleurs être embêtant parfois avec les établissements, parce qu'on vous demandera de la matière, vous avez compris. La matière pédagogique, on va l'établir, nous. Hein, on va essayer à chaque fois d'avoir un maximum de support, d'entraînement, de support d'écriture, de mise en situation, de résolution de problèmes liés à la vie d'établissement. Plus c'est du concret, plus ça parle aussi en termes de formation, qui a du sens pour l'agent, hein, et puis aussi même par rapport à la plus-value que vous allez aussi peut-être en voir en termes d'impact sur l'autonomie par rapport au poste de travail. Donc une documentation à usage dans l'activité professionnelle, un environnement, l'environnement de l'établissement. Hein. Bon, alors là, on prend des choses qui sont connues, hein, qu'on a tous, hein, et que les agents ont. L'analyse des compétences requises pour les emplois occupés, les fiches de poste, les tâches. Et puis tout ça, bah, nous, on va le contextualiser sur des approches, hein, avec effectivement des livrets thématiques, des exercices didactisés, des docs authentiques, hein, sur lesquels on va travailler à partir de ça en termes d'apprentissage, mais aussi des études de cas, la pédagogie de la résolution de problèmes. Hein, on aime bien travailler là-dessus parce que ça fonctionne plutôt bien par rapport à des réalités, on va dire, de situations de travail. Et on va alterner aussi, alors bien sûr, en fonction de la situation, si on est sur un cours individuel, on est sur un cours individuel, mais si on est en groupe, on alternera le travail en groupe complet, en petits groupes et en individuel. Ça, c'est vraiment l'individualisation du parcours, hein, et c'est la posture de notre formateur et notre formatrice qui est importante finalement. Là, le module des 70 heures, hein, c'est quelque chose qui va être important aussi dans la manière dont c'est animé par rapport aux apprentissages du groupe constitué. Rapidement, vous avez derrière la slide, on revient, hein, sur les méthodes pédagogiques contextualisées. Claudie, peut-être quelques commentaires avec la manière dont tout ça se déroule dans la vraie vue d'une formatrice. Je fais un petit clin d'œil. Écoutez, donc dans la contextualisation, c'est vrai que c'est très important pour donner vraiment du sens aux apprentissages pour les agents. Les compétences clés sont transversales à tous les métiers. Donc, comme on disait tout à l'heure, on pourrait avoir des modules qui vont regrouper plusieurs agents différents. Mais ça, c'est vraiment une force parce que de fait de cette hétérogénéité, ça permet aussi l'entraide et des échanges aussi entre les personnes. Voilà. Après, donc tout ce qui est contextualisé permet de mieux maîtriser les attitudes et les postures professionnelles. Et voilà, on va pouvoir voir un petit peu comment s'organise la structure, quel est
voilà, le rôle de l'agent, les missions qui lui sont affectées. Et puis, en fait, j'ai envie de dire que ça se passe, enfin voilà, Maurice, ça se passe toujours plutôt bien parce que ils savent pourquoi ils sont là dans la plupart des cas et ils sont là pour progresser. Et puis il y a vraiment, comment je vais dire ça, une évolution tout au long du parcours. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment important parce que la reprise de confiance en soi, elle se détecte. Au début, c'est vrai que parfois, quand les personnes arrivent en formation, elles sont un petit peu, on va dire ça, réservées, elles n'osent pas prendre la parole. Mais au fur et à mesure de la formation, et comme la confiance, elle s'est instaurée avec le formateur, voilà, on a des personnes vraiment qui se, comment je vais dire ça, qui se libèrent, qui se découvrent. Et puis, on a vraiment aussi tout un travail sur le savoir-être aussi qui se fait en transversal. Alors derrière, on vous met en slide un exemple de contenu détaillé. C'est vraiment un titre d'exemple, mais on va prendre par exemple maîtriser son environnement professionnel. Bon, on va commencer à se travailler comment on s'identifie au sein de son pôle, de son service, de l'établissement, se situer dans l'organigramme, expliquer son rôle, sa place, ses tâches, ses activités, sa contribution. Vous voyez que on va être sur du concret. Derrière tout ça, c'est du vocabulaire. Enfin, vous imaginez la matière qu'on a là pour le coup à travailler dans les apprentissages. Identifier les différents services de l'établissement, leur fonctionnement et les personnes ressources. Donc là aussi, à la fois, ça permet d'être tout de suite dans l'appréhension, la compréhension de son poste de travail dans l'établissement, mais aussi pour lui de repérer. Alors, c'est des documents à double entrée. Vous connaissez parfois la complexité des organigrammes, vous connaissez les tableaux qu'on peut aussi utiliser, qui nous paraissent bien sûr pour nous très anodins, très, très simples d'utilisation. Quoique, parfois, j'ai vu des tableaux quand même où on se reprend les uns et les autres en 2-3 fois quand même pour comprendre la complexité des données qu'on nous donne à traiter. Comprendre, utiliser et renseigner les documents et les informations techniques, fiches de poste, feuilles d'heure, planning, schéma, plan, consignes, notices d'utilisation. Là aussi, on voit bien que le lien entre hygiène et sécurité est important. On sait bien que dans vos établissements, le côté justement consigne, plan de sécurité, etc., tout ce qui va être autour du matériel, tout ce qui va être autour des procédures, par exemple, l'exercice incendie, etc. Enfin, tout ça est très important selon les postes à occuper et selon la manière dont l'agent se situe dans l'établissement. Mais vous voyez que là, ça nous donne de la matière de pratico-pratique de la vie de l'agent dans son poste de travail. Droits et obligations du salarié, bon là voilà, donc règlement intérieur, contrat de travail, fiche de paie, représentant du personnel, les acteurs de prévention, la formation, la validation d'acquis d'expérience, enfin, tous des gros mots qu'on utilise parfois, qu'ils voient aussi d'ailleurs dans des courriels que vous envoyez, des informations que vous donnez aux salariés ou que les représentants du personnel donnent, etc. Mais qui parfois, pour les agents eux-mêmes d'ailleurs, ne sont pas forcément appropriés ou compris. Vous avez quelques supports derrière dans le déroulé de la séquence. Alors, c'est vraiment des exemples. Vous l'aurez à consultation, mais c'est ce que disait Claudie. Je pense que nous, le but du travail, c'est vraiment de travailler sur du concret pour que la personne reprenne aussi confiance en elle par rapport à la maîtrise. Et c'est plus facile de travailler sur le vocabulaire lié à son quotidien. Si on commençait à être sur de la littérature déconnectée de la vie professionnelle, ce serait beaucoup plus complexe parce que là, on aborderait du vocabulaire qui n'a pas de résonance immédiate pour l'agent. Vous avez ce type de support. Là, on est sur le scénario de séance, se repérer, se situer au sein de l'établissement. Donc, vous avez à chaque fois le petit scénario que le formateur va suivre pour travailler sur ce domaine-là. Derrière, vous avez quelques supports. Alors, on vous met des slides, c'est toujours pas parlant, mais il faut savoir que nous, on va devoir développer aussi des supports pédagogiques qu'on ira à la fois chercher sur nos plateformes, mais aussi, vous l'avez compris, qu'on construit nous-mêmes. Donc là, en voilà une qu'on a construit à travers, on va dire, des choses très, très concrètes.
de mots et de vocabulaire liés à l'établissement dans lequel ils agissent. L'offre de formation, c'est aussi pour nous un e-portfolio. Alors là aussi, l'idée, c'est que tout le long du parcours, la personne puisse capitaliser avec, comme le disait Claudie, sa reprise de confiance en soi, ses progressions, la manière dont elle va effectivement tenir son cahier de bord avec le formateur. Donc chaque stagiaire va consigner progressivement des informations, ce qui lui permettra de faire son propre e-portfolio. Alors ça aussi, pour nous, c'est important parce que c'est du concret, c'est pour lui. Ça lui permet effectivement aussi d'avoir sa propre traçabilité de progression et puis de valorisation des acquis. Alors, c'est important, bien sûr, vis-à-vis de la performance de la formation, vis-à-vis de la NFH et de l'établissement, en termes de résultats pour vous, en termes d'impact sur l'autonomie de l'agent, sur son poste de travail. Mais vous l'avez compris, c'est aussi très important pour nous que l'agent conscientise vraiment ses progressions et puisse en transférer, on va dire, dans son quotidien, l'impact. D'où l'importance pour nous d'avoir vraiment un travail de la manière, avec chaque agent, la manière dont il va s'approprier finalement ses propres progressions, et y compris en aller-retour entre la formation et son quotidien dans l'établissement, parce que on se voit une fois par semaine, donc on a justement l'occasion d'échanger avec eux après sur la manière dont ils ont intégré ou pas d'ailleurs ce qu'ils ont appris dans la semaine suivante en termes de travail. Des outils de capitalisation, de valorisation des apprentissages, pour nous aussi, c'est un petit projet collectif. Alors là, bien sûr, je répète, on est sur l'idée de groupe, lorsque les groupes constitués. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir, là aussi, pourquoi pas, les faire participer à la réalisation d'une production collective de valorisation. Alors ça peut être l'émission radio, ça peut être une petite vidéo, ça peut être un journal, des métiers, enfin voilà, là c'est eux en fait qui vont déterminer un peu le support qu'ils veulent créer, en sachant que vous avez compris, on n'a pas de limite. On est bien sûr sur une production collective. Alors, il va de soi que l'idée, c'est aussi de les faire travailler en équipe. Là, on s'approche d'ailleurs. Souvent, dans le module 2, c'est quasiment obligatoire pour nous, parce qu'on va être aussi sur les compétences socles attendues dans le CLIA, et l'esprit d'initiative, le travail collaboratif, le travail en équipe, fait partie des compétences dites transversales que l'agent doit travailler. Donc là, on est vraiment sur l'idée d'un projet collectif déterminé par les agents, par chaque groupe, et c'est le formateur ou la formatrice qui en détermine le périmètre. Une offre multimodale, alors on est sur des parcours intégrés avec des niveaux. Tout à l'heure, on avait une slide qui représentait bien les degrés pédagogiques d'intervention de l'Agence nationale de calculatrice, qui ont été contextualisés dans un référentiel contextualisé aux gestes professionnels. Alors les degrés 1 et 2, on est vraiment sur des publics en difficulté importante de lecture et d'écriture. Donc on va être sur des publics faiblement qualifiés, où la stratégie de contournement peut être mise en place sur le poste de travail. Ça arrive souvent. On soupçonne des choses, mais souvent pas demandeurs de formation. Pourquoi? Parce que c'est simple, ils vont avoir des difficultés eux-mêmes, et souvent demandeurs, par exemple, de formation, mais autour de formation de sécurité, parce que les pictogrammes sont vraiment très utilisés. Et les pictogrammes, pour quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, c'est une autre capacité d'autonomie, parce qu'on se repère beaucoup plus facilement. D'ailleurs, les pictogrammes nous permettent de revenir à l'écriture, en exploitant d'ailleurs ces pictogrammes comme support pédagogique, vous l'avez compris. Vous avez des exemples très concrets ici d'utilisation pédagogique qu'on va faire à l'envers, c'est-à-dire je ne sais pas lire et écrire, j'utilise des pictogrammes dans mon quotidien, finalement je me repère à l'image, et puis on va revenir avec eux sur le vocabulaire qui est là derrière. Là aussi, des slides qu'on va vous donner avec des supports, des extraits d'Asimo. Donc là, on est sur des exercices à chaque fois, toujours sur support numérique. Donc avec, bien sûr, la présence du formateur, soit en individuel, soit en collectif, avec des choses toujours très pratico-pratiques. Asimo et Dalias, on a la chance d'avoir deux plateformes digital learning
très, très, très contextualisé professionnel. Donc, ça a été fait vraiment par des éditeurs qui ont compris la contextualisation des apprentissages. Pour le module 2, on sera sur 2 autres plateformes qui, eux, se rapprochent du CLEA. On parlera tout doucement. Même si nous, dans l'offre, nous ne sommes pas là pour préparer CLEA ni CLEA numérique. Néanmoins, vous l'avez compris, par rapport au degré 2, enfin degré 3 et 4, on se rapproche de la possibilité pour ceux qui le souhaiteraient, ceux qui seraient prêts, à la fin du parcours, on pourrait préconiser, pourquoi pas, si ils ont le niveau, de vous proposer la certification CLEA ou CLEA numérique. Ça, c'est un plus. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est hors dispositif. Ce sera un accompagnement renforcé, mais une possibilité pour eux d'aller jusqu'à obtenir une première certification. Alors, elle est souvent importante dans l'estime de soi et la confiance en soi. Souvent, d'ailleurs, le premier diplôme pour les publics faiblement qualifiés, c'est le permis de conduire. On a parfois un peu maintenant le secourisme, le brevet de secourisme. Ça arrive encore dans les établissements par rapport à nos normes de sécurité d'incendie. Ça peut arriver. Sinon, après, on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir des certifications, on va dire, ou des attestations de compétences. Là, pour le coup, le CLEA numérique pourrait leur permettre de dire, tiens, moi, j'ai une certaine autonomie dans le numérique, ou le CLEA, qui, lui, a été vraiment pensé par les entreprises, avec les entreprises, sur ce qu'on appelle la compétence socle sur un poste de travail, pour tous les salariés non qualifiés. Donc, nous, on a 2 plateformes. C'est Onlaforma Pro. Onlaforma Pro, c'est une plateforme qu'on utilise, nous, déjà depuis quelques années, Claudie. J'ai envie de dire 10 ans, mais je pense que je ne dois pas être très loin. Elle est éprouvée, on la connaît bien, on l'utilise bien. Elle a le mérite d'être ouverte pour une année. Donc, vous voyez que même la personne, après une année, elle pourra bénéficier de son compte. Donc, elle pourra continuer de travailler. C'est une plateforme qui a le mérite, là, pour le coup, d'être bien maîtrisée par nos formateurs et qui est contextualisée sur une bonne partie du CLEA, Claudie? Ah oui, tout à fait. Oui, sur les compétences abordées dans le CLEA, oui. Avec un exemple sur... Oui, pardon. Avec une traçabilité aussi, donc, de ce qui est réalisé sur la plateforme en termes de temps passé sur la plateforme, de contenu abordé et de progression. Oui, ça c'est important. Alors, vous allez me dire, nous dans l'offre, on pense que le multimodal est important. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est aussi dans un environnement maintenant sur lequel, d'ailleurs, y compris l'environnement de travail, fait que le numérique fait partie des compétences régaliennes attendues par tout le monde. À nous de les accompagner dans la maîtrise de ça. Ça se passe bien, je vous rassure. Alors, c'est fait pendant la formation, accompagné par notre formateur. Et puis après, effectivement, ils peuvent le réutiliser. Alors d'ailleurs, comme vous avez vu, comme dit Claudie, on a la chance que ces connexions soient tracées. On peut en discuter avec l'agent, on peut regarder un peu ce qu'il a révisé, ce qu'il a fait entre deux. Ça fait partie un peu on va dire, de la montée en compétence aussi de l'agent dans son autonomie, avec l'envie de progresser. Une slide suivante, où là, on a un exemple avec une vidéo qui est proposée, et puis de dire quelques remarques le médecin après avoir vu la radio. Donc là, on est vraiment dans des situations, vous voyez, qu'on peut amener aussi à un autre domaine qui est le nôtre, selon les établissements. Donc là, on est sur une compétence écouter et comprendre, donc, qui est plus qu'important, de vous à moi, et effectivement d'exercices très progressifs faits dans ces domaines-là. Même chose derrière, vous avez des choses très, très concrètes. Là, on est sur des choses qui parlent à tout le monde. On est souvent sur la route les uns et les autres, en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que chauffeur. Et ça permet d'être aussi sur des choses très, très concrètes, liées d'ailleurs on va dire, au fait au trajet du travail, par exemple, pour venir au travail. Donc, on arrive toujours à trouver, là, pour le coup, du sens aux apprentissages. Voilà, vous avez l'autre plateforme derrière. Claudie, on a donné l'exemple, je crois, de 1001 lettres ou pas? Oui, je pense qu'elle est fait partie. C'est après, oui. Donc là, on a l'exemple d'une soustraction, situation de problème.
Bah oui, pas mal celle-là, hein, ouais, bon, bah oui, on a tous nos relevés de compte hein, quand même. Ah, tiens, sur le numérique ou sur papier? Ah, on ne sait plus déjà. Voilà, déjà, vous voyez, là aussi, de plus en plus, les uns et les autres, on a parfois sur notre smartphone maintenant la consultation de nos comptes. Et inversement, beaucoup ont encore quand même la version papier. Hein. Certaines banques envoient encore des versions papier. Bon, c'est du concret, on est vraiment là sur des choses des documents hein, qu'on utilise, soit en réalité, on va dire numérique, soit en réalité papier. Hein, donc, vous avez compris qu'on s'adaptera aussi à la réalité des agents. Tout va dépendre. Alors, ça aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais vous l'avez compris, on s'adaptera aussi à la génération des agents. Hein, même si moi je ne veux pas parler de conséquences de l'âge dans les progressions et la formation, parce que la formation tout au long de la vie, ben, ça me va bien. Au-delà de ça, un jeune aujourd'hui, agent, le numérique, il aura peut-être plus d'aisance dans son utilisation dans sa vie quotidienne et la vie professionnelle qu'un senior. Hein. Ça, alors ça va en le disant, même si parfois on a des surprises avec les jeunes, hein, attention, hein, parce que sortie de Facebook, ils ont du mal voilà, les réseaux sociaux, tout va bien, mais après, c'est un peu compliqué à utiliser le numérique, y compris dans la vie professionnelle. Donc, vous voyez que je serai très prudent, mais on sait qu'ils vont avoir une aisance, par contre, à apprendre plus vite là, dans ce domaine-là, parce qu'ils sont nés avec, tout simplement. Hein. Moi, je suis d'une génération Minitel, j'étais très à l'aise avec le Minitel. Je suis moins à l'aise avec le Snapchat. Alors, le mail d'une lettre, vous avez là un autre support. Alors, lui, il est vraiment performant. Claudie, hein, je parle sous au contrôle. On est vraiment sur les supports vie pro, entreprise, pur et dur, hein, Claudie. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Avec à chaque fois. Alors, moi, je trouve c'est un produit. Enfin, franchement, je trouve que c'est le top de nos produits vis-à-vis de l'approche entreprise. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, à chaque fois, on est sur des situations très concrètes hein, qu'on va rencontrer dans les entreprises, avec des illustrations le plus proches possible du monde du travail. Voilà. Donc après, vous avez aussi des choses de plus basiques. Hein. C'est le moment des soldes, hein. C'est bientôt, hein, en juin. Voilà, c'est l'occasion. Hein. On va profiter. Je vous ai fait des petits clins d'œil quand même, hein, parce qu'en webinaire, sinon après on s'ennuie un peu. Donc le moment des soldes, on peut le travailler. Des quiz, bien sûr, on va retrouver des quiz, hein, toujours sur le numérique. C'est l'intérêt aussi. Alors, ce qui est bien aussi dans ces domaines-là, c'est qu'il y a une guidance. Alors, on ne l'a pas mis parce qu'on n'est pas interactif, mais vous avez le droit de vous tromper, on y revient, on cherche ensemble la vraie solution. Enfin voilà, il y a un support assez interactif. Claudie, tu me dis si je me trompe. Hein. Je pense qu'on peut travailler là, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. On a le droit de se tromper, d'y revenir. Bien sûr. Voilà. Eh ben, c'est important de le dire, parce que dans la vraie vie, on a le droit de se tromper, justement. Donc et là, en formation, ben, on utilise aussi ça pour faire en sorte que la personne conscientise la bonne solution et puisse mémoriser finalement la bonne réponse. Et puis les savoirs professionnels. Alors ben, là, vous avez par exemple euh, les conseils hein, qu'une personne donnerait à un collègue pour sauver une charge. Ah, tiens, ça, voilà, ça fait écho, vous voyez, à des consignes qu'on a hein, en termes d'hygiène et sécurité, et puis d'ergonomie hein, sur les postes de travail, en fonction des postes de travail de tenue. Donc là, vous avez, bon, voilà, tirer un coup sec, courber le dos, plier les genoux, garder le... Hop, alors là, je ne vous fais pas l'exercice, je ne suis pas sûr qu'on vous donnerait, nous, spontanément, la bonne réponse. Hein. Ceci dit, attention à ceux qui ont déjà suivi, on sait comment il faut faire. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas de plier les genoux, ça c'est important pour ceux qui le font. On a essayé de le concrétiser, que ça vous parle. Hein. C'est-à-dire que vous voyez on est loin du domaine scolaire, on sera vraiment dans la formation adulte, on va être en interaction considérant l'agent comme dépositaire aussi de connaissances et de compétences. Et c'est à travers ce rapport d'égal à égal avec le formateur qu'on va construire à chaque fois les apprentissages. Ça, c'est important pour nous, parce que, et d'ailleurs c'est le cas, hein, Claudie, le formateur apprend des tas de choses sur la vie de l'entreprise finalement. Hein. Donc on a une sorte d'interaction assez intéressante, gagnant-gagnant, parce que le salarié ou la salariée reprend confiance en elle en disant mais moi voilà, je connais bien mon entreprise, je connais bien mon poste de travail, et donc elle a des connaissances et des compétences à transmettre au formateur. Cette interaction, elle peut vous paraître anodine, mais elle est très très importante sur le rapport de confiance en eux en termes de progression pour la formation.
des certifications possibles avant de passer aux certifications. Peut-être des questions, parce que là, pour le coup, c'était le volume un peu lourd. Hein. On était vraiment sur le gros morceau, module 1, module 2, des approches multimodales, contextualisées. Et là, je pense que vous avez beaucoup de questions. Effectivement, vous nous avez présenté le contenu de manière détaillée de la formation. Et on l'avait souhaité détailler pour que vous puissiez avoir une idée de la méthode pédagogique que vous proposiez aux agents sur ces compétences qui sont des compétences de base des agents qui sont éloignés, souvent éloignés du système scolaire et qui n'ont pas forcément un très bon souvenir. Donc, on voit la pédagogie très pratique et ludique et bienveillante. Est-ce que vous avez des questions par rapport au contenu de cette formation avant que l'on passe aux perspectives possibles post-formation et ensuite aux conditions d'inscription sur cette offre? Très intéressant et complet. Merci, Madame Morgnon. Est-ce qu'il y a des choses que l'on n'aurait pas suffisamment détaillées? Alors, vous pouvez aussi... allez-y. Pardon, apparemment pas d'autres questions. C'est clair. Très clair. Bon. Alors, donc, tout va bien. Module 1, on se voit, on a fait 70 heures avec l'agent. Est-ce que l'agent est finalement suffisamment autonome? Est-ce qu'on demande ou pas un renouvellement du module 1, 70 heures à nouveau? Est-ce qu'il peut passer au module 2? Ça fera l'objet aussi du travail qu'on fera avec chaque établissement sur la gestion des parcours des agents. C'est-à-dire que ce qui est important, là bien sûr, j'ai mis le focus sur la formation, mais dans notre marché, en qualité de prestataire, nous avons un reporting régulier à faire avec vous, pour qu'effectivement, il y ait un suivi régulier de la progression des agents et de la manière dont on va gérer le parcours de formation avec vous sur l'année, ou sur la période sur laquelle on va travailler ensemble. Alors je le dis parce que c'est du temps aussi, donc nos formateurs seront aussi avec vous, avec des reportings, alors soit en visio, soit en physique, tout dépendra le Covid, mais tout va mieux. On va se vacciner, je pense, massivement d'ici la fin de l'année, donc on aura, vous et moi, le loisir de se rencontrer certainement, et donc de pouvoir effectivement travailler sur ce que j'appelle vraiment la perspective des parcours. Sur le module 2, on peut avoir là aussi des objectifs assignés qui, pourquoi pas, aller vers des certifications possibles. C'est là où on fait le lien en disant, bah oui, effectivement, la personne, elle a progressé, elle est rapide, elle a un potentiel d'apprentissage, et finalement, au bout du bout, on sent bien qu'on peut aller à la certification de ses compétences, qui lui permettrait d'ailleurs d'avoir pour elle sa première certification. Donc là, il y a 2 certifications aujourd'hui qui nous semblent très appropriées, alors que ANFH peut proposer, parce que là, pour le coup, on n'est pas dans ce marché, les 4C, on est en dehors du marché 4C. En tout cas, sachez que nous, on est habilité pour faire passer le CLEA et le CLEA numérique. Alors, les 2 certifications possibles. Le CLEA, vous l'avez sous les yeux, on est vraiment sur une habilitation de Certif Pro, qui est un organisme national, qui habilite les organismes de formation et les labellise. Donc, on est, nous, bien sûr, labellisés depuis de nombreuses années là-dessus. L'intérêt du CLEA, c'est que vous avez retrouvé des domaines qui vous parlent bien en termes d'établissement. On est bien sûr sur le communiqué, utiliser des règles de calcul et raisonnement mathématique, utiliser les techniques usuelles d'information de communication numérique. Ah, ça y est, première compétence un peu numérique. Travailler dans le cadre des règles définies d'un travail en équipe, respecter les règles de vie collective, travailler en équipe, contribuer à un groupe, communiquer, travailler en autonomie et réaliser un projet individuel, apprendre à apprendre tout au long de la vie. Ça, c'est fondamental aussi par rapport à la formation tout au long de la vie, la nécessité pour vous de convaincre les agents aussi de bénéficier des plans de formation obligatoires, des formations obligatoires, enfin voilà, de resituer aussi l'enjeu de la formation, et maîtriser les gestes et postures, respecter les règles d'hygiène, de sécurité et environnementale élémentaires. Ça, c'était une volonté du MEDEF à l'époque, qui souhaitait que dans le cadre du CLEA, on puisse certifier le fait que les agents maîtrisent bien les enjeux autour de ces règles d'hygiène et de sécurité environnementale qui sont très prédominants dans les métiers, dans beaucoup de métiers, et dont bien sûr les vôtres. Ça va de soi.
Ça, c'est la première. Donc, ça, c'est une possibilité. Hein. On pourrait aller jusqu'au bout. Hein. Alors, on a là l'intérêt de pouvoir valoriser définitivement la formation par une certification possible. La deuxième, c'est cette certification, justement, si un agent souhaite passer la certification CLEA, ça se traduit derrière par des formations complémentaires? Alors, nous, là, pour le coup, il faudra qu'on s'assure que la personne est prête. Hein, donc, effectivement, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'au bout des 70 heures, la personne est prête? Oui, effectivement, elle souhaite passer le CLEA, mais on sent bien que 70 heures, c'est un peu court. Il faudra prolonger le parcours. Ça fera partie de la décision collective qu'on aura à prendre en tripartite, de dire oui, on y va ou on n'y va pas. Mais si à la fin des 70 heures, vous avez identifié que la personne était prête, comment s'organise la certification en fait? Comment vous allez faire le retour à l'établissement? À l'établissement, avec une demande de prise en charge à NFH, hein, dans le cadre des certifications. Et la certification CLEA, on est sur une certification qui se déroule à peu près de la façon suivante. Hein, 1 heure, là aussi, d'entretien exploratoire, 4 heures, on va dire, de mise en situation de compétences, parce que là, pour le coup, on met en situation l'agent pour développer ses compétences et évaluer ses compétences, et 1 heure de restitution. Ça, c'est le principe même de la certification CLEA. C'est une sorte d'examen, pour être très clair avec vous. Alors, on ne veut pas remettre en situation d'échec les gens. Donc là, voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est le formateur, et Claudie peut l'illustrer, c'est bien la formation qui va déterminer si la personne est prête, et avec l'agent, dire oui, on peut y aller. Là, pour le coup, si on inscrit quelqu'un, on est à 100% sûr des résultats. Il est hors de question pour nous de proposer une certification qui mettrait l'agent en difficulté. Ça n'a pas de sens. Et puis 2, c'est même pas l'objet. L'idée de la certification, c'est de clôturer la formation positivement, finalement. Si on peut aller jusque-là, en fonction du potentiel d'apprentissage. C'est moins vrai, vous l'avez compris, pour le module 1. On est très clair. Oui. C'est plus vrai pour le module 2. C'est-à-dire les gens qui seraient du degré 3 et 4, plus de chances quand même, au bout de 70 heures, voire même 140 heures si on devait, d'être prêt au CLEA. Claudie, je dis pas trop de bêtises, je pense qu'on est sur un parcours moyen. J'ai perdu ma Claudie. Vous n'avez pas le micro. Claudie. Ouais, oui, je suis désolée, j'ai pas activé mon micro. C'est rien, Claudie. Alors, au parcours moyen du CLEA, 70 heures, 120 heures, on est à peu près sur le parcours moyen, à peu près. Oui, après, tout dépend du degré. Effectivement, degré 4, je pense que les 70 heures peuvent être suffisantes. Après, quelqu'un de degré 3, oui, on part sur les 120 heures. Voilà. C'est l'importance de l'individualisation, vous voyez, du parcours. C'est-à-dire que là, pour le coup, on sent bien qu'on n'aura pas une règle à vous donner. Ce n'est pas standard. Chaque agent fera l'objet d'une préconisation en fonction de son parcours et de la manière dont il a progressé. Ça, c'est l'intérêt. En tout cas, nous, on défend un peu notre offre dans ce domaine-là, c'est qu'on va s'adapter finalement au rythme d'acquisition des gens. Et donc, un degré 4, oui, 70 heures, normalement, c'est jouable. Ok. Alors, le CLEA numérique, vous avez donc... là, on est vraiment sur la certification d'une compétence qui va devenir quasiment incontournable dans tous les métiers. C'est la compétence numérique nécessaire à l'application de la digitalisation. On est tous maintenant branchés, connectés, en interaction, en visio. Enfin, voilà. Enfin, on sent bien que, pour le coup, l'ère du numérique touche maintenant tous les métiers, toutes les restitutions de management. Et donc là, on a la possibilité de certifier le socle de compétences de base qui leur permet de dire, bon voilà, moi au niveau numérique, je sais identifier mon environnement, utiliser des outils, acquérir et exploiter l'information de l'environnement professionnel, numériser, interagir en mode collaboratif, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, appliquer des règles, des bonnes pratiques de sécurité numérique. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais nous, en tout cas, sur d'autres métiers ou d'autres prestations, pendant le Covid, et notamment les confinements, on sentait bien d'ailleurs des agents plus ou moins, ou des salariés, ou des demandeurs d'emploi chez nous, très en difficulté par rapport à ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit bien que le numérique peut très vite, même pour quelqu'un de très motivé, très agile, sur le plan professionnel, très vite, finalement, perdre pied
parce qu'ils ne maîtrisent pas bien l'environnement numérique qui est en train de s'imposer à nous tous à une vitesse fulgurante. Vous me le partagerez. Voilà un petit peu la possibilité. Donc là, vous voyez, on est un peu dans le Graal du parcours. Même chose pour le CLEA numérique. Hors de question, vous en doutez, que nous proposions un CLEA numérique à quelqu'un pour lequel on n'aura pas estimé qu'il soit prêt. À chaque fois, c'est du plus. Et là, je remercie la NFH parce qu'on est hors marché des 4C, donc c'est important de le souligner. C'est du plus que la NFH pourra vous proposer en termes de prise en charge, le cas échéant, si la personne est prête. Alors, en petite synthèse, vous avez tous les ingrédients. Un positionnement, vous l'avez compris, qui est déterminant. C'est-à-dire, vous, finalement, au bout du coup, vous avez repéré des agents motivés, ils sont demandeurs, ou éventuellement, vous avez mobilisé des agents parce que vous estimez que par rapport à des changements de poste, des changements de ceci, cela, les compétences clés, les 4C, c'est la réponse. Après, à nous de jouer. Alors là, pour le coup, vous voyez la responsabilité, mais c'est l'objet du marché, c'est le rôle du prestataire. C'est à nous d'être bons. Je ne mets pas de pression à Claudie, non, vous inquiétez pas, elle a l'habitude. Bon, mais en fait, si, c'est quand même ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est à nous à ne pas se rater. Est-ce qu'il peut y avoir des ratés? Oui, vous l'avez vu dans le slide de la FP2I, Maison des Miracles, ça n'existe pas. Donc, on se gardera de dire qu'on ne pourrait pas avoir un agent à un moment ou à un autre qui n'adhère pas finalement. Ça peut arriver. Jusqu'à l'heure où je vous parle, y compris dans le marché précédent, ça n'est pas arrivé. Donc, mais je ne mets pas non plus le discours qui ne serait pas réel. On pourrait avoir parfois des obstacles, ou pour des raisons X, Y, Z, le fait qu'un agent, finalement, ne souhaite plus suivre la formation. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Parcours de formation individualisé, pour nous, c'est très important. La référence aux situations concrètes, je pense que vous avez vu des exemples, même si c'est rapide, mais ça vous permet quand même d'illustrer très concrètement la manière dont on va travailler. Vous avez compris aussi, et ça a été dit, et je vous remercie, Mme Michel, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un climat pédagogique, de considérer aussi l'individu comme dépositaire d'une connaissance et d'un savoir, et on va être dans une sorte d'interaction pédagogique qui permet finalement au bout du bout de faire progresser tout le monde. Et des outils qui aujourd'hui au niveau de la formation pour adultes sont éprouvés, y compris pour nous, avec les plateformes digitales et des productions du type production collective, vous l'avez vu, émission radio, ce qu'on appelle le lab média, on l'a proposé dans notre offre, et donc avec la possibilité de travailler aussi sur des choses un peu originales. Bon, on n'a plus besoin de gros équipements, un bon smartphone aujourd'hui fait plein de choses, je vous rassure. Donc voilà, on a plein de trucs sur lesquels on peut s'amuser tranquillement et progresser avec des compétences certifiées. 2 interlocuteurs, moi je disparaîtrai très vite, vous l'avez compris. Bon, l'interlocuteur principal, Claudie, tu n'as pas mis ta caméra, tu peux la mettre ou pas? On la voit, Claudie. Très bien, bon voilà, moi parce que je ne la voyais pas. Donc, Claudie Delzel qui sera votre interlocutrice avec l'équipe qui sera à votre écoute, regardera très vite avec vous la manière dont tout ça peut s'organiser et aura l'occasion bien sûr de vous rencontrer pour élaborer la meilleure des réponses possibles. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de présenter les modalités d'inscription avant de revenir sur un temps d'échange, éventuellement sur, si vous souhaitez revenir sur le contenu de la formation et sur les modalités d'inscription. Alors, on a prévu un calendrier de démarrage qui soit suffisamment large et vous avez vu qu'on a prévu un calendrier de démarrage sur chacun des départements pour répondre à l'une des questions qui avait été posée durant ce webinaire sur la proximité. On a essayé de prévoir des sessions de formation dans chaque département. Et en fonction du recensement que l'on va avoir de la part des différents établissements, on identifiera pour les temps de formation la meilleure localisation géographique. Donc, vous voyez qu'on a des sessions qui vont démarrer dès septembre 2021 et qui vont s'étaler de septembre à décembre 2021, puis en 2022. On a prévu ce calendrier de démarrage sur le second semestre pour que ça colle peu ou prou avec votre période d'entretien professionnel, parce qu'il nous semblait important de vous présenter cette offre dès maintenant, au mois de juin,
pour que vous puissiez ensuite la relayer en interne auprès de vos cadres et que vous puissiez, à partir du second semestre, nous retourner les premières inscriptions. Et donc, on a prévu des inscriptions, enfin, vous allez avoir la possibilité d'inscrire vos agents sur les premières sessions dès 2021, mais aussi potentiellement, comme c'est une offre qu'on va déployer sur plusieurs années, forcément, on va ouvrir systématiquement sur chacun des territoires de nouvelles calendriers, de nouvelles fenêtres de recensement des candidats. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a essayé de vous donner un maximum de lisibilité sur les sessions prévisionnelles qui risquent de s'ouvrir sur nos 5 départements. Donc, on a demandé à notre prestataire de nous donner un peu de visibilité justement par rapport à ces sessions. Au niveau des modalités... Oui. Je me permets, hein, ça donne des Allez. périodes de démarrage, hein, sachant qu'on s'adaptera effectivement là aussi en fonction du nombre de salariés que vous allez repérer et de la modalité interentreprise ou dans un établissement, etc. Donc, mais moi j'insiste, on est bien sur une période, voilà, effectivement, et c'est en fonction de la remontée que vous ferez à la NFH qu'on reviendra vers vous pour monter le calendrier prévisionnel précis. Alors justement, par rapport à ces sessions de démarrage, on va avoir la possibilité de démarrer sur les périodes qu'on vous a indiquées à titre prévisionnel. Mais sachez que vous aurez la possibilité d'inscrire vos agents sur des groupes de formation. Donc, l'agent est d'accord pour participer à un module avec d'autres agents soit de l'établissement ou soit en interétablissement. Peut-être que vous êtes sur une petite structure et que vous n'avez que 1 ou 2 agents à former et qui souhaiteraient plutôt faire partie d'un groupe. Eh bien, nous, au niveau de la NFH, on va recenser tous les agents sur le territoire et on va essayer de monter un groupe pour répondre aux besoins des agents. Donc, vous voyez, on a 2 possibilités d'inscription. Une inscription individuelle pour des agents qui ne seraient pas très à l'aise et qui souhaiteraient plutôt un accompagnement individuel. Et dans ces cas-là, il faudra définir avec la FP2I si l'accompagnement se fait au sein de l'établissement, sur site, ou plutôt sur une structure extérieure à définir. Donc ça fait partie des premiers éléments qu'on va vous demander au niveau des modalités d'inscription. On a prévu dans la fiche d'inscription quelques préalables, parce que ce qui est quand même important, c'est de recueillir, enfin c'est d'identifier les agents. Et donc, pour identifier les agents, bien évidemment, il y a l'entretien professionnel. Le temps dévolu entre le cadre et l'agent peut être un bon moyen d'identifier les besoins sur les premiers niveaux de qualification. Et puis aussi de pouvoir identifier le projet de l'agent par rapport à sa demande d'évolution professionnelle. Donc, on vous rappelle que c'est important d'identifier les agents, de bien identifier la problématique compétences clés, et pour ce faire, on a quand même pas mal d'outils qu'on vous met à disposition sur notre site ANFH, dont on vous a remis le lien sur le diaporama. Et puis, il faut que l'agent soit motivé. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette inscription soit faite sans son consentement. Il faut qu'il soit partie prenante du dispositif de formation. Il faut donc bien valider l'adhésion de l'agent, l'implication du cadre aussi qui est important, qui va pouvoir justement voir les résultats, la progression de l'agent tout au long du parcours et pouvoir valoriser les nouveaux acquis que l'agent aura eu durant la formation. Et puis prévoir le temps de suivi nécessaire pour accompagner l'agent tout au long de son parcours, aussi bien côté cadre que côté service RH et service formation. Donc ça, c'est ce qu'on vous rappelle comme préalable à l'inscription, que vous allez retrouver dans la fiche d'inscription. Et puis ensuite, sur la fiche d'inscription, on va vous demander, suspense, j'arrive pas à passer à la slide suivante, bon voilà, on va vous demander, mais du coup, il y a une slide qui est pas passée, voilà. Le nom de votre établissement, le correspondant du service formation, parce que on va passer par le service formation pour transmettre les dates prévisionnelles de positionnement, pour transmettre les convocations agents en fonction du parcours qui aura été auquel il va participer. Donc, ce sera le service formation, notre principal interlocuteur, comme dans beaucoup de notre offre. Et donc, on va vous transmettre le planning prévisionnel et on va vous demander si vous souhaitez positionner les agents sur un groupe déjà préidentifié qui risque de démarrer,
ou plutôt sous une inscription individuelle. Donc ça, ici, on est encore en train de travailler sur la fiche d'inscription parce que finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on recueille. Donc la fiche d'inscription, elle est en train d'être finalisée. On va recueillir le nom, prénom des agents, le grade, le métier, le service. On va vous demander les aspects mobilité. Est-ce que l'agent est mobile ou si au contraire, il faut forcément faire la formation dans l'établissement pour des problèmes de mobilité, enfin, dans l'établissement ou à proximité de sa résidence personnelle. On va vous demander si l'agent souhaite mobiliser ses heures de CPF. Parce que vous savez que si vous avez participé à nos webinaires sur le CPF, les compétences clés, c'est la première priorité de mobilisation des heures CPF de l'agent. Donc, si vous avez une politique CPF en faveur notamment du développement des compétences clés et que vous avez mis un dispositif RH en ce sens en interne, eh bien, on peut vous accompagner au déploiement de ce dispositif RH sur les compétences clés. Et donc, vous pouvez éventuellement, à travers un entretien de l'agent, recueillir l'accord de l'agent pour mobiliser ses heures CPF pour le suivi de cette formation. Donc, il vous suffit de cocher la case mobilisation du CPF, oui, non. Et ensuite, vous nous indiquez le groupe auquel vous souhaitez que l'agent participe. Alors, soit sur le groupe 1 qui va démarrer dans le nord plutôt vers la période d'octobre, ou le groupe 2 qui va démarrer dans le Nord-Pas-de-Calais plutôt sur la période de novembre, de sorte à nous donner quelques indications pour nous faciliter la composition des groupes. Et puis, si par contre l'agent ne souhaite pas faire partie d'un groupe, eh bien nous, on va recueillir l'inscription individuelle et on transmettra du coup à la FP2I les inscriptions individuelles, charge ensuite à la FP2I de prévoir des dates d'entretien de positionnement et des dates de formation individuelles appropriées en fonction des besoins de l'agent. Les inscriptions seront à nous retourner soit auprès du Nord-Pas-de-Calais, on vous a mis l'adresse d'Annie Clavis, ou soit auprès de Violette Skilinski pour la Picardie. Et enfin, au niveau du financement, parce que je suppose que vous attendez aussi d'avoir une visibilité sur le financement de ce parcours. Donc, pour 2021, les instances régionales de la NFH ont validé le fait de prendre en charge cette formation, l'intégralité de cette formation, donc positionnement et formation, sur notre plan d'action régional, donc sur notre 4% régional. Donc, on financera les frais d'enseignement et les frais de déplacement pour tous les groupes qui auront débuté en 2021. Ensuite, en 2022, au niveau national, il y a une réflexion qui est en cours pour que cette offre de formation compétences clés puisse être éligible sur le FQ et CPF. C'est-à-dire, comme ça fait partie intégrante des priorités du CPF, on envisage de pouvoir rendre éligible sur le CPF ces formations compétences clés. Ça faisait déjà partie des priorités, mais en interne, au niveau de gestion évolution, on n'avait pas prévu les fonctionnalités techniques qui nous permettaient de saisir des formations compétences clés. Et du coup, en 2022, on pourra faire émerger ces formations sur le FQ et CPF. Mais du coup, la vigilance, ce sera qu'il faudra qu'il y ait une mobilisation du CPF de l'agent qui soit indispensable. Donc, on ne pourra pas prendre en charge de formation compétences clés sur le FQ et CPF sans la mobilisation CPF de l'agent. Donc là, sur 2021, vous allez être dans un dispositif expérimental. Et c'est aussi une façon de valoriser la mobilisation, la promotion du CPF en interne dans votre établissement. Mais sachez qu'en 2022, en fonction de la possibilité de faire émerger ces formations sur le FQ et CPF, la mobilisation du CPF de l'agent sera nécessaire. Voilà pour le financement. Donc, vous voyez qu'un financement régional est garanti pour ce dispositif. Après, est-ce que vous avez des questions par rapport au contenu de l'offre? Il est 15h42, donc je suis ravie, on est dans les temps. J'avais un peu peur quand je voyais la volumétrie des slides, mais ça va, je suis rassurée. On respecte à peu près le timing pour vous laisser le temps de répondre aux questions, de nous poser des questions. On finira le webinaire par un retour d'expérience d'un agent qui a été accompagné en Île-de-France sur un précédent dispositif compétences clés, donc qui est un agent FPH, qui a été accompagné par l'ANFH Île-de-France et qui vient de sortir un livre
pour faire part de son expérience. Donc, on vous présentera un tout début d'extrait de vidéo, parce que la vidéo, enfin, l'entretien dure 28 minutes, c'est un peu long. Mais voilà, c'est une expérience qui mérite d'être connue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre offre? Alors, en GHT possible, oui, bien sûr. C'est tout l'intérêt pour nous de recenser les inscriptions en prévisionnel. On pourra tout à fait organiser des sessions, soit en intra-établissement si vous avez suffisamment d'agents pour faire une formation en intra, ou au sein du GHT, vous pouvez aussi vous structurer pour recenser les formations au niveau du GHT, déterminer un lieu, et on peut positionner cette formation aussi en inter-GHT. L'objectif pour nous, c'est d'être en proximité, c'est-à-dire on va essayer de mettre en place les formations pour qu'elles soient au plus proche des agents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi intervenir à l'oral, hein, n'hésitez pas. C'est clair pour tout le monde? Donc, vous allez recevoir très prochainement, en fait, après le webinaire, la fiche d'inscription, le de recueil des inscriptions et le diaporama. Et donc, si la technique me suit, on va peut-être pouvoir regarder. Tac, c'est celle-ci. J'ai voulu parler trop vite là. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. C'est bon. Et ça charge du coup. Peut-être que je la relance. Bon. Là, on ne voit plus rien. Ouais, alors. Ça mouline, ça mouline. Ah, mince, je viens de la fermer. C'est merveilleux. Oui. Hop, c'est pas grave, je vais recommencer. Tac. Un instant, on va y arriver. Bon, là, promis, je ne touche plus à rien. Je laisse le temps de télécharger. Une prison des stratagèmes, la liberté, c'est la règle de 3 d'Aline Leguluche. Elle compare l'île à une prison intellectuelle. Fille de paysan, cadette d'une fratrie de 8 enfants, Aline Leguluche grandit dans une famille où étudier se révèle moins important qu'aider au travail de la ferme. Dyslexique, elle rencontre des difficultés à l'école, tombe sur des instituteurs peu compréhensifs, voire humiliants. Au CM1, par exemple, son enseignante lui lâche « Qu'est-ce que tu vas devenir, ma pauvre fille? Tu finiras illettrée ». À 16 ans, elle quitte le collège pour travailler dans une usine de pâtisserie. À 30, elle souhaite changer de travail et doit rédiger une lettre de démission. Une collègue l'écrit à sa place. Embauchée au service restauration de l'hôpital de Mantes-la-Jolie, elle continue à cacher son illettrisme à tout le monde. Pour y parvenir, elle met en place des stratagèmes. Elle prétexte qu'elle n'a pas de stylo, qu'elle a oublié ses lunettes, que l'écriture d'un tel est illisible. Parfois au travail, elle apprend des consignes affichées par cœur, recopie des modèles lorsqu'elle ne peut échapper à l'obligation de rédiger un document. On a toujours des petites façons de faire pour que les gens ne voient pas notre difficulté et que, par contre, eux prennent la relève automatiquement. Et ça l'a très bien fait. À l'approche de la cinquantaine, alors qu'elle s'occupe de la gestion des repas à l'hôpital, elle dépasse son sentiment de honte. « Je n'en peux plus d'être torturée de la sorte. Je suis au bout du rouleau », écrit-elle. Aline Leguluche vide son sac à la DRH et finit par obtenir une formation. Ce stage représente la conquête de la liberté. À raison de 3 heures par semaine, sa formatrice Cathy lui permet de transformer ses erreurs en victoire. Aline Leguluche acquiert une meilleure image d'elle-même, s'arme de courage et enchaîne avec un CAP hôtellerie à l'âge de 52 ans. Cette joie s'accompagne de la découverte de la littérature. Elle prend plaisir à lire John Steinbeck, l'auteur des Raisins de la colère, prix Nobel en 1962. Literature is as old as speech. It grew out of human need for it.
Petite, elle voulait faire du théâtre, mais se disait comment faire pour apprendre une pièce si on ne sait pas la lire. Aujourd'hui, une nouvelle liberté s'offre à elle. Vous avez les yeux qui brillent. Aline Le Guluche. Bon, je vous propose si vous souhaitez regarder l'intégralité de l'interview, là c'était un peu le petit point de présentation de cette vidéo, mais en tout cas, ça fait partie des agents qu'on a eu l'honneur d'accompagner sur ce dispositif compétences clés. Écoutez, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup, Monsieur Monoki, Madame Delzen, pour la présentation claire que vous avez faite de notre offre. Vous avez dans le diaporama les contacts si vous souhaitez plus de précision sur cette offre. Si vous souhaitez aussi éventuellement avoir une présentation en interne du dispositif, n'hésitez pas. Hein, le replay sera là pour ça, mais Monsieur Monoki et Madame Delzen sont aussi à votre disposition pour échanger éventuellement avec les cadres, avec vos cadres sur ce dispositif. Et puis n'hésitez pas à aller rechercher toutes nos ressources en ligne sur notre site ANFH. On a beaucoup de petites vidéos de présentation du dispositif compétences clés, d'accompagnement sur comment repérer des agents en difficulté. Donc, on commence à avoir une source documentaire assez importante. Merci beaucoup de votre participation. Nathalie, tu veux faire le mot de la fin? Oui. Je vous remercie de votre participation et puis surtout je vous invite à puiser dans toutes les belles ressources qui ont été créées, qui vont vraiment être utiles pour le déploiement du dispositif au sein de l'établissement à tous les niveaux. Donc vous pouvez personnaliser toutes ces ressources au besoin et bien sûr à l'appui solliciter Monsieur Monoki, Madame Delzen, hein, comme le disait Nathalie, pour aller un petit peu plus loin si nécessaire hein, dans la démarche initiale pour engager le process dans votre établissement. Le lien aussi est important avec le recensement des besoins de formation puisque vos campagnes d'entretien est en cours. Donc ça peut être aussi un besoin de formation qui s'exprime pour la campagne 2021, pour votre plan 2022. On a une belle programmation hein, qui couvre tous les territoires, donc c'est très bien, vous avez de la visibilité et je vous invite fortement à profiter de cette belle offre qui a été renouvelée, construite dans une certaine originalité et des ressources multiples pour vous et pour vos agents. Voilà, à très bientôt, bonne fin d'après-midi et merci à l'équipe formation hein, d'avoir conçu ce déroulé de présentation hein, qui a permis de structurer l'ensemble des apports et puis de fournir tout ce qui était possible en précision pour la meilleure lisibilité pour vous accompagner. Voilà. Merci à vous. Bon après-midi. À votre disposition. Bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.